tête à tourner. Une petite bière pour moi. Donne-moi ça. Combien je vous dois? Ah, ça c'est la vie. On est bien ici, pas comme en Afrique où on crève tous du sida. Donne-moi. C'est mortel. C'est minéral. Et vous savez pourquoi ça existe le sida? Eh ben moi, je vais vous le dire, ça, c'est les Amerlocs. Ces salauds d'Amerlocs. On le sait tous, ils ont fait des expériences sur des virus et ils les ont injectés à des singes. Mais oui, je vous le dis. Et puis après, ces salauds, ils ont lâché les singes dans la nature pour qu'ils mordent les noirs. Oui, messieurs, oui. Ils ont filé le sida aux petits Africains pour essayer de récupérer du terrain. Mais ça a pas marché. Donne-moi, s'il vous plaît. C'est crade, je monte pas dedans. Et puis, ce putain de virus est exporté et atteint même les blancs, bien catholiques comme moi. Et tout ça parce que les Amerlocs voulaient exterminer les Noirs. Non, ce n'est pas du tout le cas. Le sida n'a pas été créé pour exterminer les Africains. Il a été créé à la base pour exterminer Un café, s'il vous plaît. les Français. Dans les années 50, en 56 pour être précis, j'étais jeune, bien portant, et naïf. Très naïf. Trop naïf. À l'époque, je vivais en Amérique. Et ouais, mec, je suis un Amerloc. Je venais d'avoir mon doctorat de biologie, option virologie, à l'université Johns Hopkins. J'écoutais du beau rock'n'roll. Je conduisais ma Plymouth Fury, le modèle blanc, tout juste sorti en 56. Je l'avais aussitôt fait repeindre en rouge brillant. Ce n'était pas la bonne année. On parlait beaucoup de guerre. On parlait du Vietnam. Je n'avais pas reçu d'ordre de conscription. Je n'étais pas un de ces hippies chevelus qui fumaient dans tous les coins pour oublier les horreurs de la vie, mais j'avais peur d'être envoyé sur un front quelconque. Alors je me suis engagé dans l'armée, mais dans le domaine de la recherche. Je m'étais dit que je pourrais me planquer. J'ai envoyé mon dossier à l'USAMRIID. C'est l'Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l'armée américaine. J'étais jeune. On m'a vite envoyé là où personne ne voulait vraiment aller. En Afrique de l'Ouest. À Léopoldville, capitale du Congo belge. Je sus plus tard que mon dossier s'était retrouvé en tête de liste, car j'avais des rudiments de français. Je me suis retrouvé dans une terre ravagée par les guerres civiles, les coups d'État et des dictateurs temporaires, ou bien trop permanents au goût des habitants. Je savais à peine pourquoi on m'avait envoyé là-bas. On parlait d'un virus, un filovirus pour être précis. C'est un... les termes techniques, c'est pas important. Ce virus était en fait le précurseur de ce qui fut appelé le virus Ebola. Mais à cette époque, on ne savait pas ce que c'était. J'étais censé étudier cette maladie qui commençait à se propager. Cette fièvre était transmise par la chauve-souris. Si vous consultez un manuel, vous apprendrez seulement que le premier cas recensé d'Ebola fut déclaré en 1976 au Soudan. Mais c'est faux. Au Congo, j'ai travaillé sur les premiers cas. Mais comme c'était l'armée qui était aux commandes, les archives furent brûlées, détruites et surtout oubliées. Bref, j'avais pour mission de décrypter quel était ce virus et dans le meilleur des cas, trouver un remède, une cure. Je vous l'ai dit, j'étais jeune et naïf, très naïf, beaucoup trop naïf. Je bossais tranquillement sur des souches sanguines récupérées sur des patients vivant
ou même mort lorsque vint le jour fatidique où je tombais sur un échantillon très anormal. C'était un échantillon de sang infecté. Jusque-là, rien de spécialement anormal. Mais l'échantillon que j'observais était considéré comme venant d'un homme mort. Mais il présentait toutes les caractéristiques d'un échantillon vivant. Infecté, mais vivant. Je crus d'abord à une erreur d'étiquetage. C'étaient des ouvrières peu qualifiées qui s'en occupaient et écrivaient sur les tubes les données des patients. Une erreur aurait été aisément possible. Une, oui. 2 à la rigueur. 10 dans le domaine du concevable. Mais au bout de plus d'un mois de travail, j'avais recensé près de 100 spécimens déclarés morts mais dont le sang, infecté, était vivant. Je pris peur. J'avais lu des histoires d'horreur. De ces morts qui reviennent à la vie. Puis j'étais en Afrique, berceau de la culture chamanique, vaudou et ce genre de trucs. Je n'y connaissais rien, mais j'avais bien souvent entendu ces préjugés populaires qui me hantaient. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'avais trop peur qu'un macabé n'essaye d'ouvrir la porte de ma chambre d'hôtel miteuse, subventionnée par un État en pleine phase de pré-décolonisation, pour venir me dévorer ou je ne sais quoi. J'étais naïf. Très naïf. Trop naïf. Quoi qu'il en soit, j'ai appelé dès le lendemain mon centre de coordination pour leur faire part de mes récentes et surtout infructueuses recherches. Je suis droit uniquement à une secrétaire qui me dit simplement qu'un supérieur me rejoindrait rapidement. Et j'attendis un mois. Un mois de peur et d'angoisse. Un mois pendant lequel j'approfondissais mes découvertes. Ce filovirus. Ah merde, je dois expliciter en fait. Bref, c'est un virus à ARN de forme filaire. Le vecteur commun de transmission était la chauve-souris qui a la chance, si j'osais bien exprimer ainsi, d'être un porteur sain. C'est-à-dire qu'elle portait la maladie mais n'en subissait aucun effet. Il semblait, selon les témoignages que j'avais recueillis, que les chauves-souris infectaient les grands singes. Et il y avait encore des chasseurs dans la brousse ces années-là. Ils chassaient les primates et les mangeaient pour acquérir une certaine force. Comme quoi, tout n'est pas que cliché. Et là, les humains ingéraient le virus qui les tuait. De manière assez moche en fait. La progression de la maladie entraîne généralement la désagrégation des organes vitaux, en particulier les reins et le foie. Ceci provoque des hémorragies internes importantes. La mort survient, peu de temps après, par choc cardio-respiratoire. Bref, une manière très désagréable de crever. J'en ai vu des gars qui ont crevé de ce sale truc. Vous savez, voir des types dont il suffit de toucher la peau pour qu'elle s'effrite, ça vous change un homme. Mais je m'égare. Mon angoisse augmenta un jour où un Congolais vint me voir. Il parlait français. Mal. Mieux que moi, c'est certain, mais je me rappelle que nous avions eu du mal à communiquer. Il réussit à me faire comprendre que je devais le suivre. C'était une journée chaude, infernale, et il m'emmena dans un cimetière. Aussitôt, je repensais à Lovecraft que j'avais adoré pendant mes études. Herbert West, réanimateur. Un très bon bouquin. On en a tiré un film d'ailleurs. Une très bonne adaptation, je trouve. Mais je m'égare. Ce Congolais m'amena donc dans un cimetière et j'eus effroyablement peur de ce que j'allais y trouver. Mes craintes étaient plus que fondées. Je découvrais une tombe ouverte. Vide, bien entendu. Je cherchais désespérément une preuve qu'elle avait été ouverte par un pilleur de tombes, mais bien entendu, je ne trouvais que des preuves d'une ouverture de l'intérieur. J'avais vu un film, I Walk with a Zombie, de Turner. Un excellent film pour ces années. Je me sentais comme héroïne, sauf que bien entendu, je n'avais rien d'un héros, et je me demandais juste ce que je foutais là. Je ne demandais qu'à rentrer chez ma mère à Derry dans le Maine. C'était une belle petite ville. Les enfants pouvaient y jouer sans crainte. Je me rappelle que je me sentais en sécurité là-bas. J'allais jouer dans les friches près du château d'eau. On faisait des barrages dans ce qu'on croyait être de l'eau saine, mais en fait,
On pataugeait dans la mer des habitants qui refoulaient des canalisations. Mais une fois de plus, je m'égare. Je regardais la tombe. Vide, dépouillée de son occupant. Et je ne souhaitais qu'une chose. Que cet occupant ne soit pas sorti par ses propres moyens. Bien entendu, je me trompais.